Du coup, bienvenue. Bienvenue à cette conférence sur Acte en orientation avec Elsa Cohen. Merci Elsa du coup de s'être rendue présente pour parler du sujet de l'orientation avec nous et de travailler pour ses passions. Peut-être pour commencer à vous présenter un peu l'outil Zoom, l'outil sur lequel on est. Du coup, vous avez repéré le chat. Je le remets en écrivant ici. Je me répète, je vais le redire souvent, mais n'hésitez pas à poser vos questions dessus. C'est une conférence qui se veut interactive vraiment. Donc échanger avec nous, ça fait toujours plaisir. Je Bah, réaccède. je sais pas. Le sujet de cette conférence, c'est d'oser et de poser des questions sans croire que sa question peut être bête. Donc, n'hésitez surtout pas. Trop cool. Euh, pour celle qui veut aussi, en bas à gauche, vous verrez l'accès, le blocage ou le déblocage du micro et de la vidéo. Vous pouvez mettre vos têtes. Peut-être pas le son parce que ça va être compliqué si tout le monde parle en même temps, sauf peut-être au moment des questions-réponses. Si vous voulez, n'hésitez pas à ce moment-là à prendre le micro pour poser vos questions et pour favoriser un peu l'interaction. Mais sinon, voilà, pendant la présentation, n'hésitez pas à mettre vos caméras, mais à couper le micro. Et peut-être pour vous en dire un petit peu plus sur pourquoi cette conférence, pourquoi est-ce qu'on est tous là ici aujourd'hui. Donc c'est une conférence qu'on fait dans le cadre de la Summer School. Donc là, on est en 5e semaine de Summer School organisée par la Tech School. Chaque semaine a son thème. Cette semaine est dans le thème de l'orientation. Et du coup, on a voulu inviter Elsa à parler un peu avec nous sur le sujet de l'orientation. Comment trouver sa voie, comment se construire ses méthodes pour trouver ses projets et vivre heureux avec soi-même. Je ne sais pas si j'ai très bien résumé, mais Elsa repassera derrière moi. Elsa qui a du coup écrit le livre Acte ton bac, dont on parlera très très vite. Et moi, du coup, peut-être pour me présenter aussi, vu que je suis en train de parler, je suis Anna Khelifa, je travaille à Datech School en tant que Head of Community, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est placement de nos étudiants en alternance, admission de nos candidats à notre formation et tout ce qui est rapport aux entreprises et à l'événementiel. Donc voilà, peut-être deux mots sur Datech School, s'il y en a qui se demandent ce que c'est. On est une école de programmation qui se fait à Paris sur 2 ans qui a pour projet de mission d'attirer tout plein de nouveaux profils dans les métiers de la tech et de l'informatique. Donc, concrètement, on est une école qui s'est créée pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les formations de programmation et in fine plus de femmes développeuses, car les femmes représentent aujourd'hui moins de 10% de développeurs en France, ce qui n'est pas un bon chiffre. Vous serez tous d'accord, je pense. Donc, on a créé une école avec une pédagogie qui est interactive, qui favorise la communication, la collaboration, le fait d'apprendre par la pratique. C'est aussi pour ça qu'on s'entend plutôt bien avec Elsa, qui sont des valeurs de l'apprentissage par la pratique, d'oser essayer, d'aller construire ces projets qui, je pense, vous l'expliquera mieux que moi, mais c'est des choses sur lesquelles on se rejoint assez. Et voilà, peut-être sans plus attendre, Elsa, dis-nous, est-ce que tu peux te présenter un peu et nous dire d'où tu viens? Carrément. Alors, est-ce que je mets du coup, est-ce que je partage mon écran pour commencer? Ouais, Ok. Donc, je vais partager mon écran et vous pourrez toujours avoir accès à nos têtes. Euh, je, c'est ça. Si vous je cliquez peux en haut à m'ouvrir. droite, pardon, excuse-moi. Si vous cliquez en haut à droite sur affichage, alors quand Elsa va mettre ça, comme ça je te laisse du temps pour charger la présentation en même temps. Si vous cliquez sur affichage en galerie, vous verrez non seulement les slides que Elsa va passer et nos petites têtes en plus à côté, avec l'affichage galerie du coup. Ok, alors, super, ça y est, je te vois à nouveau et je vois la slide. Parfait. Alors, pour répondre à ta question, je m'appelle Elsa, j'ai 19 ans, j'ai grandi à Marseille et à 16 ans, j'ai décidé de me déscolariser parce que je m'ennuyais beaucoup à l'école. J'étais pas très, même on peut dire, malheureuse à l'école. Et donc, j'ai décidé de me déscolariser en rentrant en terminale afin de réviser à distance pour obtenir mon baccalauréat, mais aussi trouver ma voie, développer mes passions et essayer de me former, de commencer à découvrir le monde professionnel.
Ok, super cool. Et Et puis, ouais. quand tu as pris cette décision-là de te déscolariser, mais pour passer ton bac, comment tu as fait du coup pour t'assurer envers toi-même que tu aurais ton bac? Est-ce que c'était important de l'avoir pour toi? Alors, j'avais 16 ans donc quand j'ai décidé de me déscolariser et je dois dire qu'à cette époque-là, j'étais assez rebelle et pas très intéressée par l'école encore une fois. Et donc, j'avais pas forcément une grande motivation pour obtenir mon bac. La raison pour laquelle je me suis un peu poussée à le réviser et à aller aux épreuves, c'est parce que ma mère, j'avais passé une sorte de contrat avec ma mère et elle acceptait que je me déscolarise si de bonne foi j'acceptais de réviser mon bac. Trop cool. Et comment tu as fait du coup pour le passer sans suivre les cours? Et du coup, c'est ce que j'explique, ou en tout cas c'est le résultat qu'on peut retrouver dans Acton Bac. J'ai développé des méthodologies en explorant, en découvrant également d'autres secteurs, notamment l'entrepreneuriat, qui m'ont permis en fait de développer mes méthodes. Ça a été extrêmement long et sinueux et difficile comme chemin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire Acton Bac, c'est tout simplement pour essayer de rendre le chemin un peu plus facile pour les lycéens scolarisés ou déscolarisés et pour les élèves en général. Toi, Acton Bac, du coup, c'est un livre que tu as écrit pendant que tu créais tes méthodes d'auto-apprentissage ou est-ce que c'est quelque chose que tu as écrit une fois que tu les as testées et approuvées? Comment ça s'est passé un peu l'enchaînement de tout Alors, ça? c'est vrai que j'ai fait une très rapide biographie en début de conférence et je me suis arrêtée à mon bac, comme si c'était rien passé depuis. Donc, effectivement, bonne question. En gros, j'ai donc obtenu mon bac en juin 2018, donc il y a 2 ans. Et pendant cette année-là, j'ai créé ces méthodes. Et le jour où j'ai obtenu mon bac, littéralement, c'était début juillet, je me suis dit, OK, bon, ça y est, je l'ai. J'ai prouvé que ça peut marcher de ne pas être dans le chemin traditionnel et que ces méthodes-là fonctionnent. Et donc, je me suis mis peut-être j'ai pris un week-end pour fêter l'obtention de mon bac et puis le lundi, j'ai commencé à écrire une première version de Acton Bac qui, à l'époque, était un petit e-book très simple, mais qui contenait déjà les méthodes finalement qu'il y a dans Acton Bac et que j'ai pu utiliser à l'époque. Donc, c'est venu vraiment dans un second temps. Et l'écriture de Acton Bac version finale, ça s'est déroulé l'an dernier, en 2019, donc dans un second temps. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Est-ce que toi, tu es passionné d'éducation, de partage? C'est quoi un peu qui t'a poussé à mettre toutes tes méthodes, déjà à, à créer des méthodes, puis à les mettre en forme, de sorte à les partager dans un beau et énorme livre? Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à aller jusque-là dans ta démarche? Alors, à l'époque où je me suis déscolarisée, j'avais pas vraiment de passion. Je savais pas du tout ce que je voulais faire après mon bac, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me suis déscolarisée. Et en fait, dans la foulée un peu de cette décision, j'ai découvert que quand même, il y avait un peu deux sujets qui m'intéressaient. C'était l'éducation, parce que j'étais très frustrée par l'école, et l'écriture. Et donc, un peu avant de me déscolariser, j'avais écrit un premier article sur l'école pour partager mon témoignage de lycéenne parce que je trouvais ça quand même gonflé qu'on puisse participer à aller à l'école tous les jours, être le premier acteur finalement de ce système et qu'on ne nous demande jamais notre avis. Donc mon tout premier article, c'était voilà, pour partager mon ressenti de lycéenne face au système éducatif français. Par la suite, j'ai donc fait pendant mon année terminale un premier stage en start-up qui résolvait une problématique dans le monde éducatif. Et j'ai commencé à véritablement me passionner en fait pour ce sujet de l'éducation, qui était à la base vraiment plutôt une sorte de revendication et de révolution, de trucs comme ça qui me révoltaient.
et qui s'en est fini par voilà, ma vie tourne autour de ce sujet, je ne lis qu'à propos de ça, je fais ça dans mon travail. Et la raison pour laquelle j'ai écrit Acton Bac, donc bien sûr, c'est parce que je suis passionnée d'éducation, mais c'est aussi et surtout parce que bah, finalement, cette année expérimentale que j'ai pu réaliser en terminale, elle est assez unique. Et, et je trouvais ça hyper important en fait de partager mon témoignage, de dire que oui, c'est possible, c'est pas évident, mais c'est possible. Parce que moi-même, à l'époque, j'avais aucune alternative, aucune vision, aucun modèle. Et donc, c'était hyper dur, en fait, de me projeter et de me dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que je vais faire une fois déscolarisée, comment ça va se passer, euh, comment je vais m'organiser, qu'est-ce que je vais faire. Toutes ces questions-là, je n'avais pas les réponses et c'est un petit peu ce que j'ai voulu partager, entre autres, dans Acton Bac finalement. Comment j'ai réussi à développer mes passions, comment j'ai réussi à m'organiser, comment j'ai réussi à trouver la motivation, etc. etc. Ok, trop cool et super inspirant. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous partager quelques, soit plus tard, nous on peut envoyer un mail demain, mais quelques peut-être ressources de pédagogie active qui t'ont particulièrement intéressé ou passionné? Carrément. Alors, j'en parle un peu plus tard dans cette presse. Je pense que l'un des sites internet qui m'a le plus complètement transformé, c'est TED.com. TED, c'est une espèce de plateforme qui propose des vidéos de conférences qui sont des conférences dans lesquelles toutes sortes d'experts participent en tant que présentateurs quoi, d'un sujet. Et donc, c'est des conférences qui durent en général entre 10 et 20 minutes et qui parlent d'un sujet. Et ça va être beaucoup axé sur sur un état d'esprit, sur un sujet en particulier, par exemple l'école ou la créativité. Et c'est une plateforme qui m'a vraiment, je dirais, ouvert de nouveaux horizons, sur laquelle j'ai énormément appris, non seulement sur plein de sujets différents, mais aussi où j'ai pu améliorer mon niveau d'anglais parce que les meilleures vidéos sont en anglais. Il y a également Coursera, coursera.org, il me semble, qui est une plateforme sur laquelle on peut accéder à des vidéos et des MOOC proposés par les meilleures universités du monde. Donc, en gros, tu te connectes sur la plateforme, c'est gratuit, et tu peux réaliser en un clic, je ne sais pas, par exemple, ce cours, tu peux suivre ce cours qui accepte uniquement 20 personnes par an, proposé par Harvard, dans lequel tu vas étudier la physique quantique. Cours qu'a fait Elon Musk il y a quelques années maintenant. Et tout ça, tu y as accès sur ton ordinateur depuis chez toi gratuitement. Donc, c'est absolument révolutionnaire. C'est un peu plus technique que TED, mais c'est pour le coup, c'est pas plus technique, mais c'est sur des sujets plus précis. Et c'est encore une fois, hyper bien fait et passionnant. Donc, pareil, plateforme que je recommande grandement. Trop cool. Bah, écoute, merci pour ces petits tips et pour cette petite présentation de toi aussi. Écoute, je vais te laisser la parole pour que tu puisses lancer ta présentation et nous expliquer un petit peu plus en détail du coup comment tu as su trouver ta voie et comment tu nous partager un petit peu ton parcours sur toutes ces réflexions que tu t'es faites. Super, ok, c'est parti. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous parler de notre identité, puisqu'on est quoi, une dizaine dans cette conférence. On est tous très différents. On a tous une identité unique en son genre. Et en général, j'ai pu observer que quand on se présente, je l'ai fait moi-même au début de cette conférence, on va parler de choses dont on n'est pas maître. On va se présenter en disant notre prénom, notre âge, d'où on vient, où on a grandi, des choses que finalement on n'a pas choisies, que
nos parents ont choisi ou pas. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est des choses finalement dont on n'est pas maître et pourtant auxquelles on donne énormément de place dans notre vie. Et moi, aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt des choses dont on est maître, c'est-à-dire maître ou maîtresse, c'est-à-dire de nos passions et de nos rêves. C'est assez marrant d'observer finalement qu'on va parler plutôt des choses dont on n'est pas maître, maîtresse, plutôt que des choses sur lesquelles on a un pouvoir d'action, parce que du coup, d'en parler moins, c'est comme si on y accordait moins d'importance. On va se concentrer sur les choses qu'on ne choisit pas plutôt que celles qu'on choisit. Et je trouve ça vachement dommage. Et donc, moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous partager finalement mes tips pour donner plus de place à ces choses dont on est maître, maîtresse et qui ont un énorme impact sur notre épanouissement, plutôt que voilà, de me contenter de euh, bon, ça paraît logique que je ne vous parlerai pas des choses dont vous n'êtes pas maître, maîtresse aujourd'hui. Donc voilà, du coup, parlons de passion, parlons de rêve. Également, c'est vrai qu'on a tendance à, ouais, à pas en parler, je dirais même un peu à infantiliser l'idée qu'on puisse avoir des passions ou des rêves, ou que ce soit une vision très romantique, d'avoir des rêves. Et moi, je suis peut-être quelqu'un de très romantique, mais je pense vraiment que nos rêves et nos objectifs doivent avoir un maximum de place dans notre vie parce que c'est que comme ça qu'ils peuvent grandir et qu'ils peuvent se réaliser. Du coup, pour commencer, j'ai envie de vous parler de pourquoi, alors pourquoi, en général, on s'empêche de réaliser nos rêves. La manière dont j'ai envie de l'aborder pour commencer, c'est en vous parlant du fixed mindset. Fixed mindset, ça veut dire état d'esprit figé. Qu'est-ce que c'est l'état d'esprit figé? C'est un état d'esprit dans lequel on va avoir tendance à se comparer les uns aux autres et dans lequel, plutôt que d'apprendre pour soi, on va plutôt apprendre pour renvoyer une image aux autres. On va se demander est-ce que j'ai l'air d'un gagnant ou d'un perdant si je fais ça? Est-ce que je ne vais pas avoir la bête si je pose cette question? Et en fait, cet état d'esprit, il est présent constamment et malheureusement, c'est un état d'esprit qu'on a tendance à développer à l'école, notamment avec le système de notation qui nous encourage à nous comparer les uns aux autres. Et c'est un système qui nous bloque en fait dans notre épanouissement et qui nous garde à un niveau vachement bas de finalement notre condition, les choses dont on n'est pas maître. Et alors, il y a plein de manières de se rendre compte que cet état d'esprit, il est en chacun de nous. Et la manière dont j'ai envie de vous le montrer, c'est en faisant un petit jeu, petit exercice, pour vous montrer à quel point ce fixed mindset, il est vraiment mais, ancré, un truc de ouf en chacun de nous. Ce petit jeu, je l'ai appelé le jeu de l'observation. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous allez vous installer confortablement dans votre chaise, décroiser les jambes, prendre l'espace dont vous avez besoin. Moi, je vais mettre un petit chrono de 3 minutes et on va, pendant 3 minutes, fermer les yeux et essayer de penser à cette journée qui vient de se passer. Et on va essayer d'observer toutes les pensées qui nous passent par la tête. Il y en a plein. On va essayer de surtout noter, prendre note des pensées dans lesquelles il y a, par exemple, ah, j'ai oublié de faire ça, je devrais le faire demain. J'ai pas mangé assez de légumes aujourd'hui, je devrais m'en préparer ce soir. Ah, j'ai oublié d'appeler ma grand-mère, je devrais l'appeler plus souvent. Toutes ces pensées-là avec j'aurais dû, je devrais, etc., on va essayer d'en prendre note. On va essayer de prendre note également de ces pensées dans lesquelles finalement, encore une fois, on peut retrouver le fixed mindset, par exemple, telle fille, tel mec, je sais pas quoi. On essaie d'observer nos pensées. Parfois, vous allez vous faire aspirer par une pensée. Ah, j'ai pas appelé ma grand-mère, j'aurais dû l'appeler.
quelle mauvaise petite fille, ah mais ça de toute façon c'est la faute de mon opérateur téléphonique et parce que du coup j'habite là, j'habite à Berlin et donc du coup machin et puis ma mère et puis mon oncle du coup c'est donc on part loin 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 loin, loin. Pas de souci. Quand vous vous en rendez compte, vous revenez à l'exercice de l'observation et vous prenez note. Et ce que je vous demanderai, c'est d'essayer de ne pas juger vos jugements. C'est-à-dire que si vous observez que vous vous dites j'aurais dû X ou Y, ne vous dites pas oh, je me suis dit j'aurais dû, oh c'est très mal, je devrais pas me dire j'aurais dû. On essaye juste d'en prendre note et de débriefer après ce truc, après ce jeu. Ok, donc maintenant que les explications sont posées, je lance mon petit chronomètre pour donc 3 minutes. Et c'est parti. Ok, les 3 minutes viennent de sonner. C'est trop marrant parce que pour vous dire à quel point on est tous victimes du fixed mindset, le premier truc que je me suis dit quand j'ai fermé les yeux, c'est ah, peut-être que c'était un peu trop long, 3 minutes, peut-être que j'aurais dû mettre plus court. Parce qu'habituellement, je fais cette conférence en physique, donc dans une classe, donc c'est très interactif. Là, j'étais peut-être que c'est trop long, peut-être que j'aurais dû mettre plus court. Et donc voilà, c'est pour vous dire qu'on est tous pleins de doutes et que bon, bah, c'est bon de les observer, de s'en rendre compte. Et du coup, maintenant, j'ai envie de. D'ailleurs, je serais ravie d'avoir vos débriefs sur cette expérience. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat.
Et du coup, maintenant, j'ai envie de vous parler de comment se débarrasser du fixed mindset. Et donc, comment tendre vers ce qu'on appelle le growth mindset. Le growth mindset, c'est un état d'esprit de croissance. Growth, ça veut dire croître. Eh bien, la première étape pour tendre vers ce growth mindset, bah, c'est ce qu'on vient de faire en fait. C'est de se rendre compte que le fixed mindset, il est là. Et cet petit exercice que j'ai nommé le jeu de l'observation, en réalité, c'est un autre nom qui est la méditation. Quand on parle de méditation en général, on a l'impression que c'est quelque chose, un exercice dans lequel on ne doit pas penser. Or, méditer, c'est un exercice dans lequel, au contraire, on voit toutes ces pensées. Et de toute façon, si un jour vous arrêtez de penser, c'est que vous n'êtes plus parmi nous. C'est totalement impossible d'arrêter de penser. Par contre, ce qu'on essaie de faire avec la méditation, c'est d'observer ces pensées sans les juger et sans également rentrer dedans, se laisser aspirer par ces pensées. C'est ça le principe de la méditation. Et qu'on l'appelle méditation ou jeu de l'observation, l'idée, ça va être voilà, de se rendre compte de ce qui se passe en nous, en fait, d'être plus conscient des pensées qui viennent nous habiter tout au long de la journée. Parce qu'au fond, la personne avec qui on est le plus souvent, c'est soi-même. Et donc, si on change sa manière de penser, on change profondément sa manière de voir le monde et sa manière d'agir, d'interagir dans ce monde-là. Donc le growth mindset, à l'opposé, vous l'aurez compris, du fixed mindset, c'est cette démarche dans laquelle on va apprendre pour son plaisir personnel et non pas pour prouver quelque chose, pour renvoyer quelque chose aux autres. C'est cette idée que on peut tous réussir et on fait tous des erreurs et il n'y a pas de mal à ça. Et donc, même que les erreurs, en fait, elles peuvent nous apprendre des choses et que en apprenant, on fait toujours des erreurs. Et c'est aussi par ça qu'on va mémoriser en fait nos apprentissages. C'est en se trompant et en réapprenant une leçon, un concept, une activité. Et donc, bah, encore une fois, moi, la chose qui m'a été le plus utile, je pense, pour tendre vers cet état d'esprit, que clairement, je ne sais pas si on atteint un jour le growth mindset, c'est un concept qui a été développé surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, je dirais. Mais à vrai dire, je ne pense pas que ce soit les entrepreneurs qui soient les meilleurs à ça, mais plutôt les moines bouddhistes qui méditent toute la journée. Et donc clairement, je suis encore très loin d'arriver vraiment à toujours être dans cet état d'esprit, mais déjà, le travail, je pense, le plus gros travail que j'ai fait ces dernières années, au-delà d'écrire un livre et de bosser en start-up, ça a été vraiment de prendre conscience de toutes ces barrières en fait que je me mettais, que j'ai appris à l'école, que j'ai appris avec ma famille, dans mon environnement professionnel. Et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui euh, est à la fois présent chez nous, femmes, mais aussi chez les hommes. Mais cette tendance à avoir ces croyances limitantes de manque de confiance en soi et de peur de poser une question bête, je pense que c'est très féminin et que c'est vraiment quelque chose qu'on développe bah, voilà, à l'école, encore une fois, au sein de sa famille, de son environnement familial. Et donc, bah, les meufs, je vous encourage d'autant plus à investir en vous-même du temps pour, en anglais on dit reflect, en français littéralement ce serait refléter sur vous-même en fait, et prendre le temps voilà, de faire le point régulièrement. Pour parler un petit peu plus concret, je vous propose de découvrir des anecdotes, des parcours de vie, des idées, des outils, des concepts pour développer votre passion. Et quand je parle de développer votre passion, évidemment, je veux aussi parler de trouver votre voie et vos voies, à vrai dire, parce que on a tendance à dire que
trouver sa voie, ce qui est génial, ce qui est très simple à dire, j'imagine. Et en réalité, j'ai envie, à travers les chemins de vie que je vais pouvoir vous partager, vous montrer qu'on n'a pas qu'une voie. Et c'est aussi, je pense, une croyance qui est importante à noter, c'est que à l'école, en tout cas, encore aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à nous faire croire que la vie, une fois qu'on est sorti de l'école, c'est une carrière, une seule. Et c'est aussi quelque chose, voilà, je pense, qui est important à prendre conscience, c'est que les études que vous ferez ou que vous faites ne définiront pas le métier que vous allez faire et que vous ferez sans doute un premier métier, mais vous en ferez probablement de nombreux autres et que vous aurez plein de carrières. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé et qu'aujourd'hui, avec Internet et avec les nouvelles technologies, bah en fait, non seulement on peut se permettre de changer de carrière, ce qui est, je pense, une chance inestimable et que vraiment certains voient ça euh, un peu comme un inconvénient, comme quelque chose voilà, qui arrive avec les nouvelles technologies et qui n'est pas très positif. Moi, je crois profondément qu'on a de la chance de pouvoir avoir autant de flexibilité et se dire, bon, bah voilà, je peux faire ça un an, je peux faire ça tel un jour dans ma vie, je peux essayer de rentrer dans ce monde-là, dans ce secteur-là. Et, et en fait, voilà, je pense, ça s'impose et c'est aussi une chance. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette petite pensée. Et maintenant, donc on va pouvoir commencer. Donc, je vais vous parler de mes amis. Et pour commencer, je vais vous parler de Yago, qui est mon meilleur ami et qui a un parcours hyper inspirant et qui, je pense, va vous permettre de capter quelques petites choses par rapport à ses passions et par rapport à comment concrètement ça se passe. Yago, donc c'est un gars qui a fait des études de journalisme. Et à la fin de ses études de journalisme, il a fait un, deux, trois tafs dans ce secteur-là. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, il aimait bien ça, mais ce n'était pas son truc. Et du coup, ou alors il a beaucoup aimé ça et puis il a décidé de changer, ce qui est aussi, il faudra lui demander, ce qui est aussi une possibilité. Et puis, du coup, de fil en aiguille, il a beaucoup appris sur Internet, sur différents sujets. Et puis, tous les deux, on s'est rencontrés à Deux Family, qui est un incubateur pour start-up. Et tous les deux, voilà, on était passionnés d'entrepreneuriat et on s'est retrouvés tous les deux à travailler pour cette entreprise et Yago à faire des choses qui n'avaient strictement rien à voir avec le journalisme. Et en fait, la manière dont il s'est retrouvé dans ce secteur-là, c'est en apprenant sur Internet, en postulant à des jobs, en publiant des articles et en essayant de faire parler de lui d'une manière ou d'une autre pour que The Family entende parler de lui. Et c'est comme ça qu'il a été admis dans cette entreprise. Et puis donc voilà, on faisait l'entrepreneuriat. Faire de l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour résumer, lui s'occupait beaucoup des réseaux sociaux de The Family. Et puis un jour, il vient me voir et il me raconte cette histoire. Il me dit, voilà Elsa, la dernière fois, j'ai invité des amis à dîner chez moi. Et donc je vais au supermarché pour acheter des tomates. Il faut savoir que Yago a grandi dans un petit village en Espagne avec des tomates qui poussent dans son jardin. Il me dit, j'attrape les tomates et je les sens et elles sentent rien. Alors j'éclate de rire, je dis bah oui, ça, on est à Paris, tu vas dans un supermarché, tes tomates elles poussent pas à côté. Et donc il commence à s'intéresser à ce sujet-là. Ça vient d'une frustration comme moi, je me suis intéressée à l'éducation à partir d'une frustration. Il s'intéresse à ce sujet-là et il essaye de comprendre, bah voilà, quelles sont les problématiques de l'agriculture, pourquoi ces tomates ne sentent pas, bon bah elles viennent de loin, elles ont peut-être pas été transportées de la meilleure manière, elles sont peut-être pas poussées de la meilleure manière. Et donc, il se met à lire des tonnes de bouquins, des articles, il passe son temps à me parler d'agriculture. Et puis, finalement, il décide de créer son premier système d'hydroponie.
L'hydroponie, c'est en 2 mots un mode d'agriculture. Vous pouvez voir son premier système en photo sur la slide. En fait, l'hydroponie, c'est tout simplement une plante qui va pousser dans l'eau. Et ce qui est très pratique avec ce système, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place, on peut faire pousser des plantes sur plusieurs étages, etc. Donc, c'est très pratique pour faire pousser des plantes dans les villes. Et donc, Yago décide de créer son premier système d'hydroponie. Donc, pendant 3 mois, je ne le vois plus. Il passe ses week-ends dans le garage de ses grands-parents à créer son système et à faire des allers-retours à Monsieur Bricolage. Et finalement, il crée son système, il fait pousser ses premières tomates et ses premiers concombres. Et là, il est toujours aussi passionné par ce sujet. Du coup, il se dit, OK, quelle est la prochaine étape? Après avoir créé mon premier système, après avoir contacté des gens via Internet, il arrive un peu aux limites finalement de tout ce qu'il peut apprendre par lui-même. Du coup, il décide de faire du volontariat dans une entreprise israélienne qui est spécialisée en hydroponie. Et donc, ce qu'il propose à l'entreprise, c'est de venir 3 mois dans leurs locaux, de travailler pour eux gratuitement en échange de pouvoir discuter avec les employés de l'entreprise, comprendre comment ça marche, passer du temps, voilà, à essayer de comprendre concrètement comment lancer un business dans ce secteur-là. Son travail se résume à faire de la manufacture, déplacer des colis, les remplir, mais il passe 3 mois géniaux à l'étranger et à apprendre sur le sujet qu'il passionne. De retour en Europe, il décide de s'installer à Barcelone. Il trouve un sous-sol qu'un ami lui prête pour pouvoir lancer sa première ferme urbaine. Et dans sa première ferme urbaine, il décide de faire pousser des champignons parce qu'il découvre que c'est le légume le plus rentable à faire pousser. Donc, le voilà expert en shiitake, pleurote et champignons de Paris. Rapidement, le business prend de l'ampleur. Il devient la référence chez tous les hipsters barcelonais lorsqu'il s'agit d'acheter des champignons. Et puis l'aventure dure environ 8 mois. Et là, il y a peut-être 1 mois, il a décidé de stopper l'aventure pour prendre un peu de recul et potentiellement se relancer dans la création d'une entreprise autour de ce sujet-là à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il est dans un état d'exploration. Et donc, cette histoire, pour vous faire retenir 3 choses qu'a fait Yago, notamment dans sa démarche autour de l'agriculture, on va dire, que je trouve hyper inspirante. Tout d'abord, il s'est intéressé à l'hydroponie, il voulait construire son premier système d'hydroponie chez lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté des gens sur Internet qui l'avaient déjà fait. Donc, il a parlé avec des ingénieurs pour comprendre comment créer son espèce de système pour mesurer l'humidité de ses plantes. Il a parlé avec des agriculteurs, il a parlé avec des restaurateurs pour essayer de comprendre, potentiellement pour créer un business en collaboration avec des restaurateurs. Bref, il allait parler avec plein de gens différents et c'est aussi ce qui lui a donné le goût de cette expérience et c'est ce qui lui a permis en fait de créer son système et de continuer dans sa lancée. Do it yourself, vous comprendrez pourquoi, en le voyant tout souriant à côté de son système d'hydroponie. Il n'a pas cherché midi à 14h comme on dit, il est juste allé à Monsieur Bricolage en suivant des tutos sur YouTube et il a créé son truc. Et tous les week-ends, il avait 2 heures de transport pour aller jusqu'au garage chez ses grands-parents, mais il l'a fait et franchement, respect pour ça. Et pour finir, c'est aussi une expérience que j'ai pu faire, le volontariat, en fait, de postuler dans des entreprises qui bossent sur le sujet qu'on veut apprendre. En fait, Yago, qu'est-ce qu'il aurait pu faire au moment où il s'est rendu compte qu'il arrivait un peu aux limites de son apprentissage sur Internet? Il aurait pu chercher un master en agriculture, je ne sais quoi, en ingénierie, en environnement, bref, un master pour apprendre pendant 1 an. Au lieu de ça, il est allé 3 mois dans une start-up, il a appris sur le terrain avec des experts qui bossent
dans ce sujet précis depuis des années. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus stimulant et ça donne voilà, énormément d'avantages, je pense, quand on a une passion assez précise. Et je vous raconterai un petit peu plus tard mon parcours perso, mais c'est un peu le même constat que j'ai pu faire, qui était que c'était une expérience vraiment, vraiment géniale, autant pour l'entreprise qui embauche, qui a besoin de main, que pour soi, vraiment en termes d'apprentissage. Alors maintenant, je vais vous parler d'un deuxième parcours que je trouve très inspirant, d'un autre ami, c'est Ayoub. Ayoub, donc c'est pareil, un ami que j'ai rencontré via The Family. Ayoub, son histoire, c'est que il a grandi devant son ordinateur, pour résumer, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche. Il a toujours été passionné par Internet et il a à peu près appris tout ce que je sais sur quoi il travaille aujourd'hui grâce à Internet. Quand on s'est rencontrés, on avait à peu près 16 ans et il venait de se déscolariser lui aussi. Et à l'époque, il était déjà un pro en sécurité informatique, un pro en e-sport. Il avait appris à chanter, à faire du piano sur Internet. Tout ça gratuitement via des forums, via des tutos YouTube. Et ça m'a juste, son parcours m'a juste incroyablement inspiré et m'inspire toujours. Non seulement parce que voilà, il a ce réflexe, mais instantané, de chercher sur Internet dès qu'il s'intéresse à un sujet, mais aussi de se le permettre. C'est-à-dire que bien souvent, encore une fois, c'est des choses qu'on apprend en général à l'école, on a tendance à se limiter à des sujets, les sujets que nos parents connaissent, que notre famille connaisse, que de notre région, je ne sais pas, telle grande entreprise qui a connu un grand succès dans notre région, bon, bah, du coup, ça devient le sujet de la région. Je ne sais quoi. On a tendance à beaucoup se limiter. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à beaucoup se limiter dans finalement ce qu'on se permet d'apprendre. Et ce qui est génial avec Ayoub, c'est que vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, à la base, quand il avait 16 ans et que je l'ai rencontré, il était plutôt en mode geek, en mode e-sport à fond, carrière de e-sport et sécurité informatique. Et c'est pas pour autant que il n'a pas pendant une journée passé son temps à faire des tutos de chant pour apprendre à chanter, quoi. Et c'est incroyable. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça extrêmement inspirant. Donc, à retenir pour Ayoub, bah, c'est Internet. C'est que, waouh, en fait, quand on rencontre ce mec, on se rend compte à quel point Internet a un potentiel illimité et on peut véritablement tout apprendre sur Internet. Et également bah, ce réflexe en fait d'assouvir sa curiosité et d'oser assouvir sa curiosité. C'est, je pense, une très belle force qu'a ce garçon. Pour terminer, au niveau anecdote, bah, je vais vous parler de mon parcours à moi, qui est le parcours dont je peux parler le mieux finalement. Alors moi, donc, je vous l'ai dit, quand j'avais 16 ans, je me suis déscolarisée. C'était au moment où je rentrais en terminale. Et à l'époque, j'étais vraiment... Euh, j'aime pas définir cette période-là de ma vie comme ça, mais c'est des faits. J'étais une espèce de... Non, je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, je n'avais aucune passion et vraiment, je n'avais pas ou très peu d'espoir pour mon avenir et j'étais très malheureuse, en phobie scolaire, en décrochage complet. Et, et du coup, ouais, j'avais très peu d'espoir, on va dire, tout simplement, et de passion. Et puis, quand je me suis déscolarisée, comme je vous l'ai dit encore une fois, je me suis intéressée à l'éducation. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert que mon intuition, cette espèce de petite voix qui parlait au fond de moi, en fait, elle avait souvent, pour ne pas dire toujours raison. Et qu'en fait, en me mettant à l'écouter, c'est-à-dire à m'écouter, bah, j'étais sur la bonne voie. Et peu importe que les sujets n'aient pas forcément de lien entre eux,
au fond, ça en avait un parce que c'est moi qui décidais de créer ce lien. Finalement, j'étais le lien entre deux passions qui, à première vue, n'avaient rien à voir. Donc, au fil des années, je me suis intéressée à plein de sujets différents. J'ai dédié ces 2-3 dernières années au monde éducatif. Et puis, depuis la sortie d'Acton Bac, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait de l'acro-yoga, début 2020. Donc, l'acro-yoga, c'est une espèce de yoga acrobatique, de trucs sportifs, alors que ça faisait 2 ans que je passais mon temps à travailler en start-up et que je ne faisais pas de sport. Ensuite, début 2020, vous le voyez sur la photo de droite, j'ai rendu visite à Yago et j'ai passé une semaine à découvrir comment fonctionnait une ferme urbaine et à récolter des champignons. Et c'était une expérience géniale. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, j'ai exploré en fait tous les sujets littéralement qui me questionnaient, qui m'intéressaient et je me suis autorisée en fait à le faire, un peu comme Ayoub. Sur la photo de gauche, vous pouvez me voir en train de donner une conférence à Sciences Po, dans un master entrepreneuriat à Sciences Po. Bon, pareil, c'était une de mes premières conférences. J'étais pétrifiée ce jour-là, je m'en rappelle encore. Et en fait, c'était aussi un apprentissage qui est moins une passion, mais qui était un challenge que je me suis donné et qui a payé puisque je suis toujours un peu pétrifiée avant chaque intervention que je donne, mais ça va mieux. et, euh, et du coup, ce que j'ai envie que vous reteniez finalement de mon expérience à moi, c'est d'oser suivre son intuition. Le mot intuition, il est assez abstrait et, euh, et c'est dur en fait de savoir à quoi ça fait référence quand on sort du système traditionnel et qu'on n'a pas encore pu expérimenter ce que c'est que de s'écouter parce qu'on n'a littéralement jamais appris à le faire. Et encore une fois, ça passe par apprendre à écouter la petite voix qui va parler du fixed mindset, mais qui parle pas toujours comme le fixed mindset, qui va aussi dire ah, j'ai envie de faire ça, ah, j'ai envie de tester cette activité, ah, tiens, ce sujet, il me rend curieuse. Et en fait, on l'a tous. On l'a tous, c'est juste que certains l'écoutent, certains ne l'écoutent pas. Et donc voilà, mon grand, la chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui, s'il n'y en avait qu'une, c'est vraiment arrêtez d'écouter vos parents, arrêtez d'écouter votre famille, arrêtez d'écouter vos profs, à part les profs d'EdTech School, mais il n'y a pas de prof à EdTech School, ça tombe bien. euh, et, euh, et ouais, écoutez-vous en fait, parce que vous savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. Et en fait, quel lien entre la ferme urbaine de Yago, passer une semaine chez Yago ou écrire un livre dans l'éducation? Rien. Et c'est pas pour autant que cette expérience de récolter des champignons ne m'a pas inspiré la suite de mes projets et la suite de mes apprentissages. Et c'est aussi, pour revenir au sujet de l'identité, ce qui nous rend uniques, c'est ces différentes passions qui, à première vue, n'ont rien à voir, qui finalement font notre richesse et font notre expertise. Donc, oser suivre son intuition, c'est vraiment finalement la grande réponse à comment trouver sa voie. Parce que je ne me permettrai pas de prétendre qu'il y a un outil, qu'il y a un moyen de trouver sa voie très concret, à part oser suivre son intuition. Voilà la réponse à la question à laquelle je devais répondre aujourd'hui pendant cette conf. Également, du coup, apprendre sur Internet, c'est revenu pas mal de fois dans cette conf. En fait, c'est comme ça que personnellement j'ai appris à écrire pour écrire ce livre, Acton Bac. C'est comme ça que Yago s'est retrouvé à être dans un business de champignons, que Ayoub est devenu un pro de e-sport, qu'on fasse des choses manuelles ou depuis notre ordinateur, au fond, c'est la même chose. Internet peut répondre véritablement à nos questions. Petit tips, pas des moindres là-dessus, par ailleurs,
une fois, j'ai entendu dans une conférence de Erika Battista, qui était l'une des directrices de The Family, une pensée fort bien pertinente à propos d'Internet. Nous, Français, elle disait, non, elle n'est pas française, elle disait, vous, Français, vous faites un truc qui me fait vachement rire. Quand vous faites une recherche sur Google, vous posez votre question en français. Mais est-ce que vous vous rendez compte que sur tout le contenu disponible sur Google, il y a peut-être moins d'1% du contenu qui est en français et 80% qui est en anglais. Et donc c'est vrai que c'est un petit effort quand on est français et qu'on a l'habitude de parler français, de chercher du contenu en anglais. Mais ça fait une grosse différence, je le vois. Et d'ailleurs, les deux ressources que Anna m'a proposé de partager au début de cette conférence, c'est des sites qui sont anglophones. Euh, et donc voilà, je peux que vous encourager à prendre ce réflexe de faire vos recherches en anglais. Par ailleurs, sur actonbac.com/ressources, vous pourrez trouver davantage de sites internet, de plateformes qui m'ont énormément aidé et qui m'aident encore pour apprendre, pour créer, pour découvrir de nouveaux sujets. Et bien sûr, je vous invite à suivre les confs qui sont organisés par Ada Tech School d'ici la rentrée. Parce que bah, voilà, également les conférences gratuites qui proposent un contenu qui est souvent très pertinent par des experts de sujets qui peuvent vous intéresser, ça vaut le coup. Donc voilà, pareil, à retrouver sur leur Instagram, Ada Tech School. Et donc, maintenant, tout d'abord, merci d'avoir écouté pour ce long monologue. J'espère que ça n'a pas été trop barbant derrière votre ordinateur. Et du coup, je vous invite à poser vos questions. Je vais arrêter de partager mon écran pour pouvoir voir vos... Alors, on en a une, mais déjà, j'aimerais commencer par moi te remercier. C'était super intéressant et compléter du coup sur la partie Summer School, qu'effectivement, on fait des événements toutes les semaines, comme je l'ai mentionné au début. Mais vu qu'il y a des retardataires qui nous ont rejoints entre-temps, je le répète, on fait des événements toutes les semaines et cette conférence d'Elsa sur l'orientation fait partie de notre Summer School. Merci à toi, Elsa. Et juste du coup, pour vous informer de la prochaine, ça sera le mercredi prochain. On va faire un workshop pour apprendre à créer un atelier de bots. Un atelier, un chatbot. Ce sera un atelier pour apprendre à faire un chatbot. Vous êtes les bienvenus. Le niveau que vous avez déjà codé ou pas, l'atelier est fait pour vous. On va tout apprendre de zéro. Et voilà, l'idée, c'est de repartir de cette heure d'atelier avec un chatbot fini, réalisé et disponible sur Messenger, par exemple. Et on apprendra à mettre des filtres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir uploader une photo et le chatbot vous proposera des filtres. Et puis, vous pourrez du coup passer toutes vos photos là-dessus pour avoir des beaux souvenirs de vacances. Donc, il y a une question de Jeanne qui te dit que c'était super intéressant et je la rejoins là-dessus. Et qui te demande comment on fait pour écrire un livre, du coup. Très bonne question. Alors, comment on fait pour écrire un livre? Eh bien, encore une fois, alors là, pour le coup, c'est assez clair. Il n'y a pas d'études qui apprennent à écrire un livre. Moi, mon expérience là-dessus, c'est que j'ai commencé par écrire des articles. J'ai commencé par écrire pour moi, vraiment en mode journal intime. Et puis, j'ai commencé à écrire des articles sur Internet que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la plateforme medium.com, qui est aussi une ressource géniale pour apprendre sur des sujets. Et donc, j'ai commencé à écrire des articles et puis à progresser en fait sur ce sujet-là précis, cet outil-là qu'écrire des articles sur Internet. Et puis, du coup, le jour où j'ai décidé de commencer à écrire ce bouquin, je me suis lancée. J'ai commencé à l'écrire en commençant par une structure, un sommaire, et puis un déroulé qui s'est passé comme finalement un peu écrire des articles. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est que écrire un livre de méthodologie, c'est finalement, je ne sais pas combien il y a de méthodologies dans Acton Bac, peut-être une vingtaine. C'est 20 articles et un article par méthode.
c'est un bon moyen simple de se dire, OK, je vais pas écrire un article, je vais pas écrire un livre, je vais écrire juste 20 articles. Ça va, c'est déjà quelque chose que je sais faire, donc c'est un peu moins dur. Et après, peut-être que tu te demandes aussi comment on fait pour trouver un éditeur. Là-dessus, bah, c'est encore une fois hein, lié à écrire des articles. Je conseille à n'importe qui souhaite écrire un livre, que ce soit un livre de méthode ou un roman, de commencer par plus petit en fait. Déjà parce que c'est plus simple de commencer par petit et d'y aller par étapes, mais aussi parce que en commençant petit et en commençant petit, en publiant sur Internet, on se crée des opportunités. Et en fait, moi, j'ai rencontré mon éditeur euh, parce que alors, c'est une histoire assez marrante. Un jour, un professeur de Sciences Po de la fameuse conférence me contacte pour m'inviter à faire une conf dans son cours. J'accepte, je lui dis autour d'un café que je souhaite écrire un livre et il me dit ah bah mon cousin est le fondateur d'une maison d'édition, si tu veux vous pouvez vous rencontrer et en fait entre-temps l'éditeur mon éditeur du coup son cousin lit mes articles et en fait il a accroché avec le sujet et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, j'ai pas eu toute cette longue et sinueuse étape de trouver un éditeur. Et tant mieux, puisque ça m'a permis de me concentrer sur l'écriture du livre. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'était super et pas ennuyeux du tout, nous dit MacBook. J'ai 16 ans, je vais rentrer en terminale et je suis assez préoccupée par mes choix d'orientation. La conférence m'a permis de relativiser sur l'importance des choix que je vais faire. Alors, gros merci à toi, Elsa. Trop Merci, cool. trop cool. Merci pour ton message. Ça me fait très plaisir que ça ait pu t'aider. On a Manon qui a également une question. Manon passe en terminale à la rentrée et a une idée du métier dans lequel elle aimerait poursuivre sa vie, donc ingénieure dans la police scientifique, mais elle a peur que ce ne soit pas véritablement ce qu'elle aimerait faire, mais plutôt quelque chose qui rassurerait ses parents sur l'idée d'avoir une idée. Elle n'arrive pas à aller en cours à cause de ses angoisses quotidiennes, sans savoir d'où elles proviennent. Elle commence au bout d'un an à avoir sa petite idée. Elle a très peur de l'avenir, de ne pas savoir quoi faire et par conséquent de décevoir ses parents qui ne veulent pas qu'elle arrête ses études. Donc j'imagine que la question c'est What should I do? Yes. Alors, plein de réponses à ce message, Manon. Je vais essayer de le relire et de te dire à chaque phrase, j'avais envie de te répondre quelque chose et donc je vais essayer de faire comme ça. Euh, alors, j'ai peur que ce ne soit pas véritablement ce que je voudrais faire. J'en parle dans Act on Back. En fait, il y a plein de manières encore une fois, pour réutiliser le mot en anglais qui n'a pas vraiment de traduction française, reflect, un peu, on pourrait traduire ça par prendre du recul en fait, sur ce genre de choix. Euh, et moi, la méthode qui a marché pour moi, c'était l'écriture. D'écrire pour moi, de me poser des questions et d'essayer d'y répondre. J'ai partagé dans Hack ton bac un certain nombre de questions que tu peux te poser pour essayer d'y voir plus clair. Bah, je peux t'en lire quelques-unes. Du coup, j'ai les livres à côté de moi. Euh, Quelles sont... Alors... Ok, donc c'est pour ceux qui ont le livre, la partie orientation. Donc il y a différents sujets sur lesquels tu peux te poser des questions, tes aptitudes, les choses que tu aimes, là où tu en es. Et alors pour la question que toi tu te poses, je pense que ce qui t'aiderait pas mal, ce serait de te demander qu'est-ce que tu ferais tout d'abord si tu n'avais aucune contrainte et qu'il n'y avait pas de possibilité d'échec. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que dans 100% des cas, tu réussirais? Peut-être que c'est chanteuse, peut-être que... Je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de réfléchir à cette question parce que bien souvent, et c'est la question suivante,
on se met en tête pas mal d'obstacles en fait. Et donc la question c'est quels sont les principaux obstacles qui t'empêchent de réaliser ce rêve, de ce métier, de ce projet que tu as en tête. Et que devrais-tu faire pour surmonter ces obstacles? Et que se passerait-il si tu ne réussissais pas à surmonter ces obstacles? Alors, tu réponds à cette question, enfin, tu y réponds partiellement. Tu dis que tu aurais peur de décevoir tes parents, mais est-ce que vraiment tu penses que tes parents, tu vois, tu essaies d'approfondir la question, de continuer. Ok, alors qu'est-ce qui se passerait si mes parents étaient déçus? Est-ce qu'ils m'aimeraient plus? Est-ce qu'ils voudraient plus me parler? Et dans la majorité des cas, et je te le souhaite, tes parents veulent ton bien. Et si tu as l'impression qu'ils projettent sur toi cette idée de faire ingénieur ou autre, c'est peut-être parce que leur idée de ce qui est pour ton bien, c'est d'avoir un bon métier ou de bien gagner ta vie, d'avoir de la stabilité, etc. Mais au fond, si tu t'imposes, ils s'habitueront en fait. Si tu ne leur laisses pas le choix, ils s'habitueront et encore une fois, ils veulent ton bien et ils t'aiment et ce n'est pas parce que tu ne fais pas exactement ce que eux te souhaitent que qu'ils qu'ils arrêteront de t'aimer. Et donc la dernière question pour peut-être que tu y vois un peu plus clair, ce serait bah, est-ce que ton entourage s'oppose à ce projet que tu as en tête, le projet que tu pourrais faire s'il n'y avait aucun échec possible, et est-ce que tu as essayé de leur parler de ce projet qui te tient à cœur? Donc voilà, ça c'est un peu les pistes de questions et encore une fois l'outil de l'écriture est absolument génial, on n'a pas trop l'habitude mais c'est un réflexe à prendre je pense. Euh, Par rapport à tes angoisses, écoute, j'étais dans la même situation que toi. Euh, Parfois, ça vient de l'école, parfois, ça vient de la situation familiale, parfois, ça vient des deux. Dans mon cas, ça venait des deux. Et bah, au bout d'un certain temps, j'ai aussi commencé à trouver un peu l'origine et à bosser là-dessus. Et encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, la méditation, prendre du temps pour soi, c'est vachement important d'investir du temps en soi-même, qui n'a pas forcément de rapport avec faire une activité, faire quelque chose, mais vraiment se tourner vers soi. Ça n'a rien d'égoïste, c'est au contraire en se tournant vers soi et en prenant du temps pour soi qu'on est ensuite capable d'aider les autres et de consacrer notre vie ou le temps qu'on a envie aux autres. Euh, et concernant l'avenir de ne pas savoir quoi faire, écoute, tout au long de ta vie, il y aura plein de moments où tu auras des doutes et il y aura plein de moments où tu ne sauras pas quoi faire. Je sais bien de quoi je parle parce que je suis dans une période où je suis assez perdue sur quel est le prochain projet, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et justement, c'est un moment où bah, je te recommande, c'est ce que j'essaye de faire, de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi, de te prendre des bains et de faire des promenades, faire ce que tu kiffes. Et bien, c'est pas évident, mais de te rassurer et de te dire que dans tous les cas, en fait, que tu aies une idée précise ou pas de ce que sera ton avenir, ce sera pas ça, parce que la vie est faite de tellement de surprises, de tellement d'opportunités, de tellement d'imprévus que tu ne peux pas prévoir tes 30 prochaines années. Et de s'habituer à cette idée qu'on ne peut pas prévoir ces 30 prochaines années. Et en fait, c'est vrai que nos parents, l'école, nous font croire que on doit choisir des études qui vont nous amener à un métier et pas à un autre. Bah, on pense que oui, c'est non seulement c'est possible de prévoir à l'avance, mais en plus on doit le faire. Or, non seulement tu peux pas prévoir à l'avance, mais du coup, ça ne sert à rien de perdre du temps à essayer de le faire. Alors oui, tu peux te faire des plans sur la comète. Ça, moi, j'adore faire ça, j'adore m'imaginer, voilà,
dans quelques années, je ferai ci, je ferai ça. Mais au fond, je sais que tout ce que je peux rêver aujourd'hui, ça aura probablement rien à voir, à part, je me le souhaite, que je serai toujours dans cette idée de suivre mon intuition, ça n'aura rien à voir avec ce que je peux imaginer aujourd'hui. Voilà ce que je peux te dire. Est-ce que la personne qui a posé, qui a partagé son parcours avant, si tu souhaites poser une question, je pense que c'est le moment idéal. On va attendre encore une petite minute, je pense, si jamais il y en a qui sont en train d'écrire. No panique. On vous attend un petit peu avant de clore ce moment de questions-réponses. Mais juste, Manon, si jamais tu penses que tu aimes l'informatique, sache qu'on organise une réunion de formation jeudi à 18h30 pour parler un peu de notre formation, de ses valeurs, de notre méthode d'apprentissage qui est assez particulière et qui favorise du coup l'apprentissage par la pratique. Voilà, si tu es intéressée ou curieuse, n'hésite pas à passer à notre live de présentation. Et il y a Manon qui te remercie très fort, Elsa. Yes, et bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir si ça t'a parlé. Est-ce que toi, c'est quoi le meilleur moyen de te suivre, Elsa? C'est plutôt l'Instagram de Hack ton Bac, c'est ça? Alors, comment me suivre? Acton Bac, c'est en stand-by. C'est très inactif en ce moment. Pour ceux qui sont rentrés dans la conférence via les stories que j'ai pu faire, vous vous en êtes rendu compte. En ce moment, Acton Bac, c'est vraiment mis de côté pour moi parce que je me concentre sur de nouveaux projets qui n'ont rien à voir avec Acton Bac et qui me passionnent et que voilà, j'applique ce que je dis dans le livre. Donc, je suis ma passion et je m'autorise à le faire. Du coup, je dirais que le meilleur moyen de me suivre, c'est plutôt mon compte perso, co.elsa sur Instagram, coh.elsa, sachant que bah, je ne suis pas forcément hyper active en ce moment, puisque en période d'exploration et donc un petit peu en retrait. Également, Medium, j'ai prévu de publier un article sur l'aventure Acton Bac et le processus d'écriture qui pourra peut-être intéresser la personne qui posait une question sur comment on écrit un livre. Voilà. Trop cool. Bah, merci à toi. Il y a Juliette, du coup, qui travaille à DAC, qui vous a mis l'Eventbrite du prochain live si besoin. Mais un grand merci à toi pour tes précieux conseils et ton partage d'expérience et tous les retours que tu as pu nous faire. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir animé cette conférence et merci à tout le monde d'y avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va vous envoyer un petit débrief de cet événement par mail. Si vous avez des questions pour Elsa, je lui forwarderai les plus cool, c'est-à-dire toutes. Avec plaisir. Bonne soirée tout le monde. Bye. Je vais Allez, couper. salut!